8h25, tout à l'heure avec Jean-Jacques Bourdin. Son invité sera Médéric Chapiteau. C'est un sociologue spécialiste de la radicalisation, qui est membre du Conseil des sages de la laïcité, parce qu'on en parle beaucoup. Évidemment, il y a un anniversaire autour de la laïcité, et il est auteur aussi de Quand l'islamisme pénètre le sport. Je vous conseille de rester, d'écouter. Avant cela, les questions. Bon, on a fait Emmanuel Macron là. Vous y reviendrez d'ailleurs au 0826 300 300 tout à l'heure. Il y a beaucoup de commentaires, de l'inquiétude, etc. Qu'est-ce que vous pensez, Céline Pina, de la mise en place de groupes de niveau au collège, là, qui a été confirmée par Gabriel Attal? Je trouve que c'est une solution qui est extrêmement pragmatique. Prenons l'état des lieux aujourd'hui. Sincèrement, l'école de la République est en situation d'échec pour transmettre les savoirs fondamentaux, même pas la capacité à réfléchir, mais déjà les bases qui permettent de réfléchir, savoir lire, écrire, compter, et ça vous aide en général à penser. Or aujourd'hui, on a vraiment des résultats qui sont catastrophiques. Et je vois des syndicats qui sont absolument infoutus de proposer autre chose que des revalorisations salariales qui sont nécessaires et utiles. Là-dessus, je ne discute pas, mais qui sincèrement ne résolvent pas tous les problèmes de l'école. On dirait que l'idéologie du collège unique est impossible à renoncer alors qu'elle ne donne aucun résultat. Ouais. Cette structure en groupe de niveau, la panacée n'existe pas, personne n'a de baguette magique, mais c'est une structure qui est intéressante, qui permet la progression, mais qui semble n'avoir pas été très pensée. On dirait parce que là, c'est une usine à gaz. C'est ça. Parce que, attention, il y a un truc qu'il ne faut pas confondre, et je pense que beaucoup ont confondu. Il y a par exemple Hugues, il dit, c'est à expérimenter. Quand j'étais collégien au milieu des années 80, c'est ce que j'ai eu. Pourquoi est-ce que ça a été abandonné? En fait, c'était pas vraiment des groupes de niveau à l'époque, c'était des classes de niveau. Oui. Ce qui est différent. Parce que là, c'est une classe de niveau, oui, vous vous retrouvez dans une classe et vous avez à peu près tous le même niveau. Ce qui permet aux profs d'enseigner avec la même méthode. Quand vous avez des disparités énormes au sein des classes, c'est là extrêmement compliqué. C'est-à-dire que les meilleurs s'ennuient, etc. Les autres peuvent être perdus et ça, c'est compliqué. Alors que là, ça va être des groupes de niveau. C'est-à-dire qu'à l'intérieur des classes, on va avoir des groupes, on va répartir ensuite ces élèves dans d'autres groupes, dans d'autres cours, en forme avec des groupes de soutien en quelque sorte, quoi. En fait, vous imaginez le casse-tête en fait des emplois du temps? C'est un truc, c'est tout simple. Il y a une phrase qui dit le mieux est l'ennemi du bien. Oui. On invente des usines à gaz. Il fallait reproduire les classes de niveau. Tout simplement parce que ça, c'était gérable. Surtout, il est parfaitement débile d'inventer des usines à gaz à un moment où le métier n'est pas attractif et vous êtes déjà en pénurie de professeurs. Donc, cela parle surtout quelque part de la bêtise profonde de nos représentants politiques qui préfèrent des positionnements, j'allais dire conceptuels, à des réalités pratiques. Et aujourd'hui, il faut en sortir. Alors, par rapport à Gabriel Attal, peut-être qu'il savait qu'il ne pouvait pas imposer directement ces classes, que c'était peut-être trop complexe aujourd'hui à mettre en place, et qu'il se lance, il y va par palier, quoi, peut-être. Parce que là, ça concerne les 5e, les 6e. Je pense que c'est encore pire, parce que quand vous avez quelque chose de simple, les gens peuvent se positionner et vous pouvez les convaincre. Et au moins, les lignes sont posées. Ouais. Quand vous avez une usine à gaz, personne ne se positionne, mais personne ne fait en sorte que ça marche. Et en général, j'allais dire, c'est une sorte de petit effondrement intérieur. Ouais. Et on tue le projet par le désinvestissement. Et c'est ce qui est en train de se passer, d'autant que les syndicats sont, comme d'habitude, ni force de proposition, mais en revanche, pour être force de blocage sur la question des classes ou des groupes de niveau, ils sont au rendez-vous. Oui, Guillaume Bigot, en un mot, qu'en pensez-vous? Je pense que c'est vraiment la traduction du « en même temps », d'abord, dans un premier temps. Évidemment, c'est la traduction de la résistance idéologique du pédagogisme, c'est tout à fait exact. Et enfin, on peut même se demander, c'est encore pire, si ce ne sont pas des rapports de force, des rapports de pouvoir entre le président de la République, Nicole Belloubet, Gabriel Attal. Vous voyez, donc le tableau au total est très, très complexe. Oui, c'est vrai. Bon, et puis avant l'invité de Jean-Jacques Bourdin dans un instant, l'autre question que je vous pose sur les réseaux sociaux, c'est 4 ans après le premier confinement, parce que ce sera le 4e anniversaire ce week-end. Quels souvenirs vous en gardez?
De l'angoisse, la vie au ralenti, la solidarité entre voisins, de la panique. J'aurais pu ajouter évidemment autre chose, bien sûr, comme de la colère, ce que me disent quelques autres internautes. Sauf que je peux la mettre tous les jours, la colère. Donc ça sert pas à grand chose. C'était pas très constructif. Qu'est-ce que vous en gardez, vous, comme souvenir, Céline Pina? Dites-le franchement. Hein. Alors j'ai un peu honte, mais moi j'en garde un souvenir très agréable. Ça a été une parenthèse enchantée. Alors parce que les conditions étaient réunies. Pour vous, bien sûr. J'étais à la campagne, on était à côté d'un grand bois, on pouvait sortir quand on voulait, et les enfants... Oh là, vous avez fraudé, parce qu'il n'y avait pas le droit de sortir, hein, même pour aller dans des bois, normalement, à une certaine période. Je peux vous dire qu'à la campagne, dans un bled de pas beaucoup d'habitants... Certains ont été verbalisés, même à la campagne, souvenez-vous, il y a eu beaucoup d'exemples. Entre nous, je pense que j'aurais payé la verbalisation sans rien dire, parce que franchement, je vivais une partie de ma meilleure vie. J'étais avec mes enfants en permanence, on faisait de la cuisine, ils avaient 8-9 ans, donc ils avaient l'âge idéal pour ça. On s'est éclaté, on a fait des jeux de société, on s'est retrouvés en famille, ça a été un véritable bonheur, et mes enfants en parlent encore avec... j'avais les seuls gamins qui, dès que le président de la République parlait, se collaient devant la télé en espérant qu'il annonce encore un confinement. C'était très particulier. Et alors qu'il y a eu des effets évidemment dévastateurs. Ah non, mais pour des gens, ça a été une horreur. Non, mais pour l'économie aussi, quoi. Oui, c'est vrai. Non, mais attendez, pour l'économie, ça a été pour beaucoup de secteurs, ça a été une catastrophe. Je pense aux femmes battues qui se sont retrouvées enfermées avec leurs bourreaux. Il y a eu des trucs assez atroces. Merci, il est 8h31. Dans un instant, c'est Médéric Chapiteau, sociologue, spécialiste de la radicalisation, membre du Conseil des sages de la laïcité, auteur de Quand l'islamisme pénètre le sport, avec Jean-Jacques Bourdin jusqu'à 9h. Et puis, toutes vos réactions, bien sûr, Radio Libre, tout à l'heure à 9h. Bon week-end.